Début avril, à l'aéroport d'Orly, deux hommes s'apprêtent à embarquer pour un voyage qui est un peu celui de la dernière chance. Jean-Charles Astor et son avocat, Maître Lévy, s'envolent pour Tanger. Ah si, Tanger, oui, il est là. Mais s'ils vont au Maroc, ce n'est pas pour faire du tourisme. On est parti. Cela fait plus d'1 an que le père de Jean-Charles croupit dans une prison marocaine. Il est accusé de trafic de drogue. Il vit dans des conditions extrêmement difficiles, que ce soit pour la nourriture, pour l'hygiène, tout ce qui est de la vie courante. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'ils vivent dans ce genre de conditions? Mais on va dire que ça me donne du courage pour avancer et tenir pour le sortir de là. L'histoire de son père, c'est celle d'un monsieur tout-le-monde qui rêvait d'aventure et dont la vie a tourné au cauchemar. Originaire de Montauban, Serge Astor a été bijoutier pendant près de 30 ans. Sapeur-pompier bénévole et père de 3 enfants, à 55 ans, l'homme n'a vraiment pas le profil d'un narcotrafiquant. Il mène une vie bien réglée, mais ennuyeuse. Serge rêve d'aventure. Alors après un divorce douloureux, il décide de changer de vie et de prendre des risques. En 2007, grâce à un ami, il est mis en contact avec la police qui cherche un homme pour une mission délicate. Il doit s'infiltrer dans un réseau de trafiquants de drogue. Sa mission ? Se faire passer pour un convoyeur. Il doit aller charger du cannabis au Maroc pour le ramener en France. Au moment de la livraison, cela permet à la police d'arrêter les trafiquants français en flagrant délit. Un travail risqué mais bien rémunéré, autour de 20 000 € le transport. Au départ, tout se passe bien. Un premier aller-retour réussi, Serge est confiant, il accepte alors un deuxième voyage, mais cette fois-ci, à Tanger, l'affaire va très mal tourner. Normalement, les policiers français informent toujours leurs collègues marocains de ce genre d'opération un peu limite. Mais le 17 décembre 2007, alors qu'il embarque sur le bateau qui doit le ramener en France, Serge Astor est arrêté par les douanes marocaines. À bord de son véhicule, il trouve 400 kilos de cannabis. Serge est alors condamné en première instance à 5 ans de prison et une amende de près de 2 millions d'euros. Mais alors que s'est-il passé? Pourquoi les autorités marocaines considèrent-elles ce collaborateur de la police comme un trafiquant? Et surtout, pourquoi l'État français ne fait-il rien pour le sortir de prison? À leur arrivée à Tanger, le fils de Serge et son avocat, Maître Lévy, sont plutôt confiants sur l'issue du procès en appel. Demain, nous allons démontrer à la cour d'appel que Serge Astor n'a jamais eu d'intention criminelle. Il a agi dans le cadre d'une opération qui lui apparaissait parfaitement légale. Ce matin, dans ce grand hôtel, ils ont rendez-vous avec l'avocate marocaine de Serge. Cette image-là, ça va? Ça va et vous? Eh oui. Ils sont d'autant plus optimistes que les autorités marocaines l'ont reconnu. Serge Astor transportait bien de la drogue pour le compte de la police française. Mais cette fois-ci, les Marocains n'ont pas été informés et ils n'ont pas apprécié. Les Marocains n'étant pas informés des opérations au Maroc, l'opération était constitutive de crime. Et que tous ceux qui avaient participé étaient donc complices de crime. Là, on est véritablement au cœur du problème. Serge Astor a été condamné parce que les Marocains n'étaient pas informés de l'opération française. Là, pour le moment, je suis écœuré. C'est-à-dire que je comprends pas. Là, il travaillait pour les autorités, c'est-à-dire la police, et il se retrouve en prison et malgré lui. Alors pourquoi la police française n'est-elle pas venue défendre son convoyeur devant les tribunaux marocains? Parce que pour elle, Serge n'aurait pas respecté sa feuille de route. S'il était bien en mission, comme le prouve ce document, Serge n'avait, selon la police, rien à faire à Tanger. Tout commence le 13 décembre 2007 à Montpellier. Serge a rendez-vous dans un bar avec des policiers de la brigade de recherche et d'intervention, la BRI, qui cherche à piéger des trafiquants de la région. Procédure habituelle, ils vont équiper sa voiture d'un mouchard. Lors d'une rencontre entre Serge et le chef de la BRI, décision était prise de baliser son véhicule. Grâce à cette balise, la police va pouvoir suivre tous les déplacements de Serge et le localiser en cas de problème. 22h, il prend la route direction l'Espagne. Selon la police, c'est là qu'il doit récupérer la drogue qui servira à piéger les trafiquants. La drogue devait être chargée en Espagne. Quelques heures plus tard, Serge passe la frontière espagnole
Et c'est à ce moment-là que, selon la police, il disparaît des écrans de contrôle. Dès le franchissement de la frontière espagnole, le signal balise était perdu. Les policiers disent ensuite n'avoir plus eu aucune nouvelle de lui jusqu'à son arrestation 4 jours plus tard à Tanger, bien loin de la destination prévue. Serge, lui, affirme qu'il devait bien aller chercher la drogue au Maroc et non pas en Espagne. Nous avons pu lui téléphoner en prison. À votre avis, Serge, pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils se couvrent. Parce que tout comme moi je croyais que c'était officiel, en vérité c'était pas officiel. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils peuvent pas avouer? Ah mais ils vont pas avouer là, c'est le pot de fer contre le pot de terre. Hein. Ils savaient très bien que je passais la frontière marocaine. Serge, quand vous avez travaillé pour les polices, qu'est-ce qui vous est donné comme contrat? Ah non, j'avais rien demandé du tout, j'avais fait une confiance totale aux fonctionnaires français, parce que ce sont des gens assermentés quand même. La police aurait-elle menti, comme l'affirme Serge? Nous avons cherché à rencontrer le patron de la SRPJ de Montpellier qui a chapeauté l'opération. Mais à chaque fois, on nous a donné la même réponse. Il n'a rien d'autre à déclarer, il a rien à dire sur cette affaire. D'accord. L'affaire est délicate, une seule personne a bien voulu nous parler, sous couvert d'anonymat. C'est une fonctionnaire qui dit bien connaître le dossier. Et elle porte des accusations très graves. Ça arrive beaucoup qu'on charge en Espagne. Sauf que là, dans l'histoire, je vais te le dire, mais après tu ne peux pas le prouver. La BRI savait que la voiture allait au Maroc. Okay, c'est ça qui n'est pas bien. Ça, c'est déjà... Pourquoi ils disent qu'ils devaient les chercher en Espagne? Parce qu'ils n'ont pas respecté les règles. Ils ne veulent pas avouer qu'ils n'ont pas prévenu le Maroc? Ils savaient que ça allait au Maroc, ils auraient dû vers ça le Maroc. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont fait des erreurs. Donc après, ils ne veulent pas reconnaître leurs erreurs. C'est là que c'est grave. Parce que derrière, il y a un mec qui fait 5 ans en prison. À Montpellier, ils s'en foutent. Tous les mois, ils ont la paye qui tombe. Et puis tous les soirs, ils rentrent à la maison. Pour moi, c'est pas normal. C'est un innocent. Enfin, sa place, elle n'est pas en prison à ce mec. Serge Astor a-t-il vraiment eu pour mission d'aller en Espagne, comme le dit la police, ou au Maroc, comme lui l'affirme? Et s'il dit vrai, pourquoi le Maroc n'était-il pas au courant de son passage? Aurait-il agi pour son propre compte? Nous sommes à la veille du procès. Jean-Charles appelle son père, qui du fond de sa cellule veut garder espoir. Oui, papa? Oui, Oui, bon alors, comment tu vas? écoute-moi, ça va très bien, mais comme tout à l'heure, hein. Et puis où est-ce que vous êtes là? Eh bien là, écoute, ça y est, on est à l'hôtel et donc on n'est pas loin de toi, quoi. Donc voilà. Et en tout cas, bon, écoute, alors je t'ai amené un drap comme tu me l'avais demandé. Mais après, si tu viens à la prison, l'hôpital va apporter du Nescafé, ainsi de suite. Oui, mais ça, t'inquiète pas, demain c'est prévu, je vais te faire des courses. Des pommes, des fruits, des lentilles, Ouais? des trucs comme ça. Ok, hein? Ok, ben écoute, je t'embrasse très fort et puis à demain, ok? Je serai derrière, d'accord? Ok. Allez, gros bisous, papa. À demain. Ciao. Il m'a fait confiance. Puis bon, il a espoir en moi et puis, comment dire, il a mis son destin entre mes mains, quoi. Puis il reste quand même confiant malgré tout, même s'il sait qu'il a été lâché par le gouvernement. Nous n'aurons pas le droit de filmer le procès, ni même de nous approcher avec notre caméra du palais de justice. Le lendemain matin, Jean-Charles et les 2 avocats sont sur l'heure 31. Ils sortent du tribunal. L'audience d'appel n'a duré qu'une petite demi-heure et les nouvelles ne sont pas bonnes. La justice marocaine n'a pas l'intention de relâcher Serge. Bien au contraire. Nous avons plaidé l'acquittement. Là, l'affaire est mise en délibéré et le parquet a ce matin requis une aggravation de la peine. C'est-à-dire que nous jouons gros. Dans une semaine, le tribunal rendra son verdict. Le Français risque jusqu'à 20 ans de prison. Il reste pourtant un espoir. Selon Serge Astor, un homme pourrait peut-être l'innocenter, prouver qu'il est de bonne foi. Cet homme, c'est un Français, un homme de l'ombre, infiltré dans le milieu, qui renseigne les policiers sur les trafiquants. C'est lui qui aurait guidé Serge pendant l'opération à Tanger. Serge le cite plusieurs fois pendant sa garde à vue. Cet homme, nous l'appellerons Pierre P. Les enquêteurs marocains le savent. Pierre P était lui aussi sur le port de Tanger, le jour de l'arrestation de Serge. Alors il demande aux policiers français de le retrouver.
nous sollicitons auprès des autorités françaises de procéder à l'audition du nommé Pierre P. Mais la France n'a jamais pu auditionner Pierre P. Officiellement, l'homme a disparu de la circulation. C'est en tout cas l'explication donnée par la BRI de Montpellier aux autorités marocaines. Depuis cette époque, le chef de la BRI n'a plus été en mesure de joindre l'informateur. Mais Pierre P. existe bel et bien, il a un passeport en bonne et due forme et même une adresse à Toulon, que nous nous sommes procurés. C'est dans cet immeuble, nous décidons de nous y rendre et cette visite va nous réserver quelques surprises. Il y a bien son nom sur la boîte aux lettres. C'est un jeune homme qui nous ouvre la porte. Je cherche monsieur. J'ai vu le nom marqué en bas. Sur votre boîte aux lettres. Oui. Il habite ici, monsieur. Je peux le voir? Je suis embrouillée un peu par quelqu'un, je pense que vous connaissez, mais je ne suis pas sûre. Serge Astorg. Serge Astorg. Vous connaissez pas qui c'est? Non? Ça vous dit rien? Serge Astorg? C'est quoi vos conneries? Sortez votre baratique, vous avez la vendre. Et sinon, vous partez. Bah, j'ai rien à vendre, monsieur. Et c'est bizarre. La police. Non. Non, pas oui. L'homme ne comprend-il vraiment rien ou joue-t-il la comédie? Est-ce que j'ai la tête d'un policier? Tout semble pourtant le désigner comme étant Pierre P, le contact de Serge Astorg à Tanger. Et nous avons un autre indice. Le fameux Pierre P a récemment vendu sa voiture, une Citroën C5, dans un garage des environs de Toulon. Le garagiste va nous le confirmer. Il a même ses coordonnées, même nom, même adresse, même étage. Bah déjà, on va savoir, avec ça, on va pouvoir savoir si on peut aller plus loin ou pas. Je ne devrais pas vous le faire voir, ça va, ça, évidemment. Monsieur Pierre, à Toulon, pièce d'identité délivrée, voilà. Mais quand nous lui montrons les images de l'homme qui habite à cette adresse, ça ne lui dit rien du tout. C'est pas l'homme que vous connaissez, vous? A priori, là. Non, c'est pas lui. Jamais vu, franchement. Jamais vu ce mec-là? Jamais. Nous décidons alors de retourner voir l'homme de Toulon et de lui poser des questions beaucoup plus précises. Salut toi. Ça vous m'avez dit Oui. Monsieur, est-ce que vous étiez propriétaire d'une Citroën C5? Non. Là, c'était des Fiat. Regardez, je peux vous montrer quelque chose? Regardez. Pierre, il est né le 5 février 48. Ça, c'est votre date de naissance. Alors, ensuite, il dit qu'il y a un numéro de passeport. 01A. Pour nous prouver sa bonne foi, il nous montre sa seule pièce d'identité, une carte d'invalidité à 80%. Apparemment, cet homme s'est fait voler son identité. Il n'aurait rien à voir avec cette affaire. Pour notre fonctionnaire proche du dossier, l'homme que tout le monde recherche n'est pas prêt de se remontrer. Là, je pense qu'il fait profil bas. Je pense qu'il se plante, là. Mais un jour, il va ressortir parce que tu sais ce que c'est un informateur. C'est un voyou. C'est pas le mec qui va bosser tous les jours à l'usine qui va te donner des renseignements. C'est un voyou. C'est un mec qui est dans le milieu. Fin avril, la cour d'appel de Tanger a condamné pour la deuxième fois Serge Astorg à 5 ans de prison ferme et près de 2 millions d'euros d'amende. Pour s'en sortir, Serge n'a plus qu'un seul espoir. Le gouvernement a fait quelque chose au plus de moi pour faire quelque chose. Et bien, si j'ai pas la grâce, je suis obligé de. Je serai condamné pour 5 ans. 5 ans, c'est énorme. Ça ramollit le cerveau, ça ramollit tout ici. Ah oui, c'est mieux de ne pas penser, il ne faut pas penser. Comment ça fait trop mal. Au Maroc, c'est généralement au mois de juillet que le roi accorde ses grâces.